Par contre, du coup, ça veut dire qu'on n'aura pas de moment marrant à utiliser en intro. À chaque fois, en fait, si tu regardes les intros des vidéos, il y a toujours un moment de genre 15-20 secondes où, où on éclate de rire, où on raconte un truc à la con. Et là, on n'en aura pas. Salut, désolé de vous infliger cette intro, mais aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques, notamment Azrod qui a pas lancé son enregistrement, et en trace, donc quasi tout l'enregistrement n'a pas de son. Il n'y a pas grand chose à y faire. Heureusement, on avait arrêté l'enregistrement après ma partie, parce que ça avait duré plus longtemps que prévu, mais on se retrouve du coup avec que mon son sur les 3 quarts du truc, donc on va en faire un épisode spécial, justement, qui va être du coup dédié à ma partie, où je parle de beaucoup de choses, mais notamment du coup de la manipulation inconsciente et involontaire du coup des médias, de l'opinion publique, autour notamment avec l'exemple d'Elon Musk. Voilà, profitez. Bon, salut à tous et bienvenue dans Sous-Culture. J'ai déjà oublié l'intro, on est dans l'épisode 3, c'est incroyable. Donc on va partir aujourd'hui pour un épisode plutôt sympa, je pense. En tout cas, pour moi, pour ma part, vu que j'ai un sujet absolument lourd. Donc, Elon Musk, en exemple, notamment par rapport à justement les médias et comment ils influencent un peu l'opinion. Donc, disclaimer, on commence par le disclaimer. Le but n'est pas de changer votre avis sur Elon Musk. Ça va être facile. Donc, on est libre d'avoir un avis. J'ai plutôt vraiment me pencher sur le côté opinion médiatique et l'impact que ça a sur l'inconscient collectif et sur ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir. Donc, pour clarifier, il n'y a pas non plus... je vais pas dire qu'il y a de complot. Il n'y a pas de complot, c'est plus involontaire, on va dire. Il n'y a pas de grosse manipulation des foules. C'est un effet qui est purement naturel et c'est un peu au-delà du contrôle, on va dire, des autorités ou même de la plupart des médias qui en font partie. Et c'est qu'un des impacts du journaliste d'opinion, c'est-à-dire que il y a plusieurs autres impacts du journaliste d'opinion, mais je vais pas en parler aujourd'hui. Donc quand il y a une voix qui a plus de chances d'être entendue que les autres, il y aura forcément plus d'impact sur l'inconscient collectif. Donc ça, c'était pour le disclaimer. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Aïe. Quand le disclaimer fait la taille du sujet des autres, c'est que c'est bien parti. Je commence mon sujet du coup par parler justement du coup des journalistes. Donc il y a des choses qui sont à leur portée et il y en a pas mal du coup de points qui sont repris mais qui sont pas toujours fondés sur une réalité par rapport justement à Elon Musk et par rapport à l'opinion sur Elon Musk, comme c'est mon exemple ici. Donc c'est souvent issu un peu d'un jeu de téléphone arabe, on va dire, où il y a des faits qui deviennent des interprétations, qui deviennent la répétition d'une interprétation, qui devient des suppositions. On a vraiment tout ce jeu qui transforme l'information au fur et à mesure qu'il passe de média en média, surtout quand il change de bord, quand c'est un bord qui reprend l'autre bord, ça se déforme encore plus entre chemins, donc ça se joue vraiment là-dessus. Et donc, je vais faire un truc, c'est que pour structurer un peu tout ça, on va lister les choses qui lui sont communément reprochées par ordre de fréquence. Alors, c'était il y a un mois, donc depuis, je sais pas, mais il y a peut-être eu 2-3 trucs de plus, voilà. Mais donc, il y a un mois, quand j'avais préparé mon sujet, ce que j'avais listé, c'était 1. Ne pas payer d'impôts. 2. Faire de l'argent sur le dos des travailleurs. 3. Être riche. 4. Ne pas avoir fondé mais racheter Tesla. 5. Ne pas être ingénieur, pas de diplôme entre parenthèses. 6. Être égocentrique. On y reviendra là-dessus. 7. A acheté Twitter. 8. A détruit Twitter. 9. Le Covid. 10. Les shitposts sur le Covid. 11. Ne tient pas ses promesses. 12. Sourcer du cobalt de mines africaines qui emploient des enfants. J'en étais à 12, c'est ça. 13. Ses exigences en matière de travail. 14. Sa notion du lieu de travail. 15. Il est célèbre. 16. Il est pas beau. 17. Il ne serait pas responsable pour le succès de PayPal. Et 18. Optimus est claqué. Entre parenthèses, le robot de Tesla. Donc... il y en a certains qui viennent de...
il y en a certains qui viennent de personnes du podcast, il y en a d'autres qui viennent beaucoup d'opinions, mais en vrai, ce qui vient des gens du podcast, donc en l'occurrence, ça peut être toi, Azrod ou Antras. En fait, ceux-là, je les ai formulés de la manière dont vous l'avez dite, mais en vrai, c'est déjà commun de base. Mais sinon, en fait, la raison pour laquelle j'ai pas listé en fait les tweets en général, parce que c'est pas vraiment une question de fait, c'est juste une question de, d'en fait de comment dire, de goût personnel, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, en fait, c'est juste, c'est une personnalité. Est-ce que t'aimes la personnalité ou pas, et ça va déterminer ce que t'en penses en fait. Et c'est tout. Genre en fait. À partir de ce moment-là, en fait, y a rien à dire, tu vois. C'est pas, y a pas eu de jeu de téléphone arabe là-dessus. C'est pas des faits non plus. Donc en fait, bah, c'est rien. Voilà. D'après vous, quel pourcentage de ce que j'avais dit est vrai? 40%. Ok. Et t'as dit combien? Azrod? Azrod, t'as dit au moins 50%. Victoire d'Antras, c'est 44%. Je reviendrai sur lesquels sont vrais, lesquels sont faux un peu plus tard. Et quel pourcentage, vous pensez, est basé sur des demi-vérités? 30%? 27%. Donc 27% de ce que j'avais dit sont des demi-vérités. Donc techniquement, tu peux voir, il y a plus de choses qui sont vraies que de choses qui sont fausses. Déjà. Donc ça, on va dire, c'est un point positif pour les médias. Et pour l'opinion publique en général. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses vraies que fausses. Mais du coup, ce qui est demi-vérité, c'est pas non plus ultra ouf. Ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire qu'il y a quand même énormément de flou sur ce que les gens pensent derrière. C'est quasiment un tiers de ce que tu sais ou de ce que tu penses savoir qui est faux. Ou enfin, qui est pas vraiment faux. Qui est plus... On va dire qui est chaotique, on va dire. Qui est interprété de différentes manières par différents médias et jamais vraiment bien. Donc, on va rentrer plus dans les détails. Donc, ce qui est vrai, c'était très facile, hein, il est riche. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur, en effet, il n'est pas diplômé. Il a acheté Twitter, en effet. Il a tweeté des trucs pas ouf sur le Covid. Et il voulait réouvrir tôt aussi l'usine en Californie. Il a shitpost sur Twitter, en effet. Sa notion du lieu de travail est à l'ancienne et conservatrice. En effet. Il est célèbre et il est pas beau. Ça, je pense que tout le monde peut le savoir, hein, c'est pas un problème. Je pense que c'est objectivement vrai, tu vois. Genre, même si la beauté c'est subjectif, genre là, il y a des trucs... donc, si tu remarques, les vérités, elles rentrent en fait dans deux catégories. C'est des jugements de valeur. Bah du coup, bah il est moche, il est riche, ça c'est des jugements de valeur. Il est célèbre, c'est un jugement de valeur. Pas de diplôme d'ingénieur, c'est pas ça, mais du coup je vais pas en parler. Enfin du coup c'est pas vraiment un jugement de valeur, genre c'est dans l'autre catégorie. Et je sais pas pourquoi j'en ai parlé. Mais il shitpost sur Twitter, ça aussi, ça c'est un jugement de valeur. Donc, par contre, l'autre catégorie, du coup c'est des faits détournés. Mais du coup je disais soit la deuxième catégorie, des faits détournés qui sont utilisés comme la base d'un argumentaire en fait. Donc c'est à dire le truc sur le Covid, j'en parlerai plus en détail. Et le pas de diplôme d'ingénieur, on le connaît très bien celui-là, cet argument. Et en fait c'est à dire c'est des faits qui en tant que tels n'ont pas grand chose d'important, mais ils ont une importance quand ils sont utilisés à la base d'un argumentaire. Et du coup, comme je disais, les jugements de valeur, donc ils ajoutent rien à l'argumentaire, mais ils permettent de donner un contexte. C'est un peu la toile qui te permet de peindre l'image que tu veux de lui derrière, en fait, parce que tu as cette base, en fait. Et du coup, les trois faits, en fait, si tu regardes la richesse, les shitposts et la célébrité, en fait, ça permet déjà de donner une personnalité un peu à cette image, c'est-à-dire que en vérité, ça penche sur aucune direction parce que ces trois en tant que tels, ça veut rien dire, mais en fait, ils ont des connotations qui sont considérées un peu négatives socialement. La richesse due notamment, et notamment justement la surrichesse, qui a une connotation très négative dans notre société. La célébrité, c'est quelque chose qui fait que on considère que tu dois être plus, on va dire, responsable.
Bah du coup comme t'en parlais en plus, ce côté en fait de la célébrité apporte de la responsabilité. Et aussi les shitposts du coup qui peignent vraiment l'image d'une personne qui n'est jamais sérieuse, même si ça s'est perdu un peu récemment, genre dans l'image publique, on va dire. Ça le place en fait directement dans un clan, c'est-à-dire il est directement dans le clan des riches, le clan des puissants, et c'est terminé quoi. Et même si techniquement ça veut rien dire sur sa personne, bah ça veut quand même un peu dire parce que ça le place. Et d'ailleurs un autre truc aussi par rapport à placer dans des clans, en fait le fait de le placer dans ce clan là aussi, ça a beaucoup plus d'impact sur les lecteurs parce qu'ils ont plus de chances en fait, même quasiment 99,99% de chances de se placer eux-mêmes du coup dans le clan de la pauvreté, de l'anonymat. Genre en fait, quand tu vois quelqu'un que tu le positionnes directement quelque part, tu vas te positionner facilement en opposition. Et c'est quelque chose qui peut du coup être très facile à utiliser, notamment pour changer en fait l'opinion de... Enfin pour changer ou pour forger plutôt je dirais, pour donner une impression préliminaire sur quelqu'un. Donc c'est pas forcément négatif, mais du coup c'est quelque chose qui peut être exploité plus tard soit par un acteur malveillant, soit involontairement justement dans le contexte d'un article. Donc les shitposts, comme j'avais dit, c'est une opinion personnelle. Maintenant, l'effet détourné, c'était ne pas avoir de diplôme d'ingénieur, le Covid, la beauté et la notion du travail. En fait, il y a plusieurs types de détournements derrière en fait. Genre, on va ignorer la beauté parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer. Pour le diplôme d'ingénieur, c'est une insinuation en fait. C'est-à-dire que c'est très souvent utilisé par ceux qui veulent dénigrer en fait son rôle dans ses réussites de carrière, tu vois. C'est-à-dire c'est le patron de Tesla. Oui, mais il n'a pas de diplôme d'ingénieur, c'est pas lui qui fait les voitures. Tu dis c'est lui qui a fondé SpaceX, oui, mais il n'a pas de diplôme d'ingénieur, du coup, bah, c'est pas lui qui fait les fusées. Même si y a un peu plus de trucs sur les fusées à reparler. Ouais, c'est ça. En gros, bah, c'est ce que j'allais dire juste après, en fait, c'est que le diplôme, c'est un peu la preuve de compétence minimale, mais ça veut pas non plus dire que sans le diplôme, tu n'as pas la compétence minimale. C'est un paralogisme, en fait, et... Ah, j'avais trouvé un exemple incroyable, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est un peu l'équivalent de tous les chats en quatre pattes, les chiens aussi, donc les chiens sont des chats. La seule raison pour laquelle, sur le moment, ça te paraît logique, c'est pas du tout par la logique, en fait, c'est par l'intuition. En fait, c'est ton intuition qui te trompe. Parce que, comme tu as fait une association dans un sens, la réciproque n'est pas forcément vraie, mais tu la considères vraie. En gros, même si tu regardes les probabilités, en fait, les probabilités ne changent pas s'il n'y a pas de diplôme d'ingénieur, en fait. C'est toujours les mêmes probabilités que si tu prenais un truc aléatoire. Mais en fait, et c'est ça un peu qui va tromper ton intuition. On va fermer là-dessus et on va passer sur la notion du travail. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la notion du travail ? Déjà, je vais dire, je suis pas d'accord avec ces exigences en matière de travail, c'est-à-dire tout ce qui est le travail à distance, qui considère très négativement, je suis pas d'accord là-dessus. Mais rien ne l'empêche en fait rien n'empêche quelqu'un en fait de ne pas l'aimer pour cette raison seule en fait. C'est tout à fait normal. Si t'es pas d'accord sur un truc, tu peux ne pas aimer la personne. Mais en fait cette facette on va dire du travail un peu en mode faites des heures sup et puis faites des heures sup et travaillez sur place et etc. En fait elle est pas vraiment utilisée dans le but de faire haïr quelqu'un directement pour cette raison. C'est utilisé autrement. En gros, ça exploite un peu la vision qu'on a de la personne qui demande du travail et qui ne fait rien. Sauf que le truc en fait qu'il y a de particulier, c'est qu'il demande du travail mais il le fait aussi. C'est-à-dire que quand il fait des heures sup, quand il demande des heures sup, il en fait aussi. Et ça en fait c'est la grosse différence en fait. Et quand tu donnes une partie de la vérité, on va dire, bah on y est vraiment sur la demi-vérité au sens propre. Tu donnes une partie de la vérité qu'il demande des heures sup, mais du coup, tu n'as pas que lui aussi fait des heures sup. Et ça, c'est des trucs où
on implique un peu en disant essentiellement que c'est le patron flemmard, tu vois. On est vraiment sur le thème de l'exploitation, exactement. C'est en ça que, du coup, que je disais qu'il y a de la déformation d'informations, en fait. Pas tout le temps volontaire, hein. Tu peux regarder le nombre d'articles que tu peux lire où il y a des faits qui sont cités, mais en fait, le journaliste n'est pas allé au bout des faits. On a toujours, sur tous les sujets, et du coup, c'est pas étonnant qu'il y en ait, notamment chez ces détracteurs qui n'aiment pas passer du temps à rechercher des informations de ce type. Et en fait, il y a un truc qui est souvent ignoré, en fait, au-delà même de qu'il l'ait fait lui-même, c'est qu'en fait, il passe toujours plus de temps au travail que quiconque, en fait. Et ça, c'est un truc qui est très ignoré, c'est-à-dire qu'il fait plus d'heures, vraiment, de très loin. C'est plus logique de le détester, en fait, si tu veux le détester pour ça, c'est plus logique de le détester quand une personne qui s'attend, en fait, et ça, c'est un point négatif, qui s'attend, en fait, à ce que ses employés soient aussi investis que lui. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que pour lui, c'est un peu la vie, tu vois. C'est genre le travail, c'est la vie et il n'y a pas grand-chose à côté. Et en fait, le truc, c'est que bah il pense pas au fait que ses employés, ils travaillent pas pour travailler. Ils travaillent pour vivre, en fait. Et justement, leur argent, ouais, là, leur argent, il est là pour les vacances, il est là pour se faire plaisir. Et ça, c'est un truc, justement, où il s'attend que les autres se détruisent la santé comme lui, il le fait. Et ça, c'est un point négatif. Et c'est un point négatif plus juste, du coup, à utiliser. Et le sujet qui fasse, le Covid, du coup. Donc, on va éliminer la partie des tweets en premier, du coup. Il a tweeté, donc, au début du Covid, une fois, la panique sur le Covid est débile. Globalement, c'était ça, à peu près. Et le deuxième, qu'il pensait, basé sur les tendances en mars, qu'il y aurait probablement pas loin de 0 nouveaux cas aux US d'ici fin avril. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu plusieurs tweets sur le Covid aussi plus tard, mais il n'y en a aucun qui corroborait en fait l'argument de base, on va dire. C'est-à-dire que si tu modifies pas le tweet ne correspond pas à ce qui lui est reproché sur ses deux premiers tweets. Donc il y a beaucoup de gens qui ont lié les deux tweets en l'occurrence, mais en fait le premier était le 6 mars et le second le 19. Donc en fait le premier tweet n'avait pas à voir avec le deuxième. Parce que le deuxième tweet, il y avait genre facile 20-30 tweets entre les deux, tu vois. Et il parlait vraiment pas de la même manière aussi sur la chose. Et la partie sur la panique, c'était notamment sur les papiers toilettes et les autres produits en fait. Parce que en fait, vers justement que je reprends le 6 mars, c'est la période où les gens se sont mis à se précipiter pour aller faire leurs courses pour 4 ans et vivre dans un bunker. Et c'est cette panique-là en particulier, du coup, qu'il avait dit qu'était débile. Donc le premier tweet, on peut l'éliminer. Mais le second, il y a une vraie erreur de sa part, du coup. Ah d'ailleurs, un truc que j'ai pas mentionné sur le premier tweet, d'ailleurs. Aujourd'hui, il est très souvent utilisé avec le second. Mais un autre truc que les gens oublient pas, c'est que littéralement son tweet le plus liké de tous les temps. Mais du coup, je disais le second tweet, du coup... c'est une opinion sur la croissance du Covid qui a été mal informée du coup et plutôt malheureuse hein, comme on l'a su plus tard. Mais c'était relativement commun à l'époque. En fait, si tu regardes en fait les statistiques de Covid qu'on avait vers cette période-là, vers mars, elles étaient en fait déjà en retard. C'est-à-dire que on le sait maintenant, mais genre les statistiques qu'on avait étaient en retard de 2 mois par rapport à la courbe. C'est-à-dire que quand tu regardais tes statistiques en mars, en vrai, tu regardais tes statistiques de janvier. Et un autre truc aussi, c'est que celles qui étaient accessibles au public, qu'on pouvait voir à ce moment-là, avaient encore un début d'épidémie avec pas trop d'infections. Et surtout, en fait, celles qui étaient accessibles au public, ça a montré un taux de mortalité qui était encore bas à l'époque. Genre, quand tu regardais en mars, le taux de mortalité était plus bas que la grippe. De bien. Comme il n'y avait pas beaucoup d'infections, bah tu disais bah c'était ok, tu vois. Mais en fait, pas tant que ça, on l'a vu bien plus tard à quel point c'était un virus infectieux et comment en fait il avait passé les frontières avant même qu'on le remarque. Mais ouais. Justement, en parlant justement de mauvaises prédictions, je me rappelle aussi qu'à la même période, j'avais envoyé un DM qui disait à peu près la même chose un peu avant, je crois.
qui disait un truc du genre ouais le Covid ouais ça avance pas trop, c'est ok, un truc du genre. Mais ouais. Le point par contre qui pourrait fâcher du coup pour moi enfin le vrai point qui pourrait fâcher c'est quand il voulait réouvrir ses usines après le premier confinement aux US. Pas le premier confinement en France. En France on était au deuxième je crois. Ou au troisième je sais plus. Deuxième ouais. Mais en gros, il avait dit, il avait réouvert l'usine à Fremont, je crois, ouais, en Californie, de force, et il avait fait un tweet qui disait à peu près, ouais, c'est ma décision, donc si je serai devant l'usine, donc s'il faut arrêter quelqu'un, arrêtez-moi, et puis voilà, faites pas chier. C'est à peu près ça. Mais il y a aussi une raison aussi qui atténue un peu la chose, parce que en fait, bien que la raison avait été médiatisée à l'époque, aujourd'hui elle ne l'est plus quand on reparle de ça. Parce qu'en fait la raison de base, c'était qu'en fait à peu près tout le monde était rouvert sauf Tesla. En gros le comté, en fait c'était le comté, donc c'est la sous-division de l'État aux États-Unis. Qui avait essentiellement envoyé les autorisations à toutes les entreprises quasiment, mais pas à Tesla, essentiellement. Et c'était ça, c'était une histoire, c'était une sombre histoire de gens qui se détestent en fait. Mais ouais. Et du coup, c'est pour ça de base qu'il avait rouvert, qu'il avait forcé de rouvert. Parce que avant ça, par contre, il avait fait des tweets où il disait quand est-ce qu'on rouvre. Mais quand il a rouvert, c'est quand toutes les autres entreprises avaient rouvert et pas eux. Il y a potentiellement des raisons hein, pour lesquelles le comté, au-delà de juste un truc personnel, il y a d'autres raisons pour lesquelles le comté peut ne pas avoir voulu rouvrir les usines de Tesla, notamment que c'est un grand employeur. Genre, ils emploient énormément de monde dans le coin. Forcément, c'est probablement un des plus gros employeurs. Donc c'est possible que ça soit par exemple une des raisons qui a été considérée. Comme c'est un gros employeur, ça fait du monde et du coup ça fait potentiellement beaucoup de cas. Mais ils sont jamais vraiment expliqués là-dessus je crois. Et j'ai pas retrouvé non plus de trucs où ils s'étaient expliqués. Donc je crois pas qu'ils se sont jamais expliqués sur les raisons. Les gens qui ont souffert à cause du Covid ont totalement le droit de le détester pour ça. À mon avis, genre je pense que c'était pas sensible de sa part du tout, tu vois, de rouvrir. Et avec ça, on a terminé du coup pour les vérités. Alors, faut savoir que quand même, c'est quand même beaucoup, tu vois, genre, qui demande. Genre, c'est pas le petit investissement de base dans une entreprise, tu vois. Genre, c'est vraiment beaucoup d'heures sup. Et même dans des périodes de crise, dormir sur place, tu vois. Pour te dire, il a jamais cité d'heures en particulier, mais c'est estimé à peu près, par exemple, sur la période Twitter, sur les 2 premiers mois de Twitter, il y a beaucoup de gens qui faisaient 60 heures. Le truc qui s'est passé avec Twitter aussi, qui était un peu bizarre, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas précisé d'heures. Essentiellement, il a dit, si tu fais... essentiellement, il a dit en gros, préparez-vous à faire le max et investissez-vous. Et essentiellement, si vous investissez pas, essentiellement que ça remonte que vous investissez pas, essentiellement c'est viré. Et sinon, il avait pas dit d'heures, tu vois. Donc, en vrai, les gens ont fait 60 heures. Mais aussi, genre, quand tu vois, en fait, sur les trucs, tout le monde n'a pas fait 60 heures. Genre, en fait, en particulier, par exemple, si tu regardes dans le management, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont fait 60 heures. Et une des personnes, du coup, qui a fait 60 heures... Par exemple, c'était une meuf, c'est une des seules personnes qu'on a vu, qui a été nommée. Et où on a vu des images, qui a dormi sur place et qui a vraiment fait 60 heures. Et genre c'était genre une meuf, une manager là. Et en fait elle est montée genre dans les échelons, genre quasiment tout en haut là. Genre elle est montée en l'espace de 2 mois, genre de genre manager du bas à tout en haut chef de division. Le problème aussi qu'il y a en fait, un autre truc en fait, qui est pas considéré souvent en fait, c'est qu'en fait le problème qu'il a aussi Elon là-dessus, c'est qu'en fait il compare trop à lui-même. Genre, je prends par exemple le nombre d'heures par semaine, tu vois. Pour lui, 60 heures,
c'est le minimum de semaines, tu vois. Genre, parce qu'il fait ses heures à Tesla, il fait ses heures à SpaceX. Je crois qu'il fait genre une demi-journée sur Neuralink. Et ensuite, il a, je crois, une réunion de 2 heures Boring Company. Enfin, des réunions de genre quelques minutes éparpillées sur la semaine de Boring Company. Et ensuite, il a Twitter aussi. Et en fait, lui, 60 heures, c'est toujours c'est son minimum de base. Et genre, quand lui, il est en période de crise, genre, en fait, ce qui avait été rapporté en tout cas par les journalistes et confirmé par lui-même aussi après, essentiellement, c'était qu'il faisait entre 80 et 90 heures par semaine pendant la période de crise sur Tesla. Où genre, il dormait sur l'usine, tu sais, sur le canapé là. Mais genre, c'est, tu vois, 80-90 heures, c'est énorme. Genre, c'est très peu d'heures de sommeil. Et genre, en fait, il se compare trop avec les autres. Et je pense qu'en fait, du coup, il voit pas les investissements de la même façon, tu vois. Et c'est un problème en fait qu'il y a. Et aussi, il y a d'autres gens qui doivent trop se comparer à lui, en fait, je pense, aussi, dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand on te demande de t'investir à fond, genre, vous, en vrai, part du principe que genre 60 heures c'est un max pour toi et c'est pas grave, genre tant que t'es à fond c'est bon. Hein. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais genre faut pas se dire que tu dois faire autant que lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui c'est étonnant qu'il soit pas déjà mort, tu vois. Donc c'est pas la même chose, tu vois. Faut pas. Donc pour ce qui est des demi-vérités, donc les demi-vérités, il y a faire l'argent sur le dos des travailleurs, ne pas avoir fondé mais racheter Tesla, être égocentrique et a détruit Twitter. Donc pour les demi-vérités, en fait c'est tout simple. Je les ai définies en fait comme basées sur une réalité de fait, mais utilisées pour tromper l'autre, notamment dans leur formulation. Donc ça va être très rapide parce qu'elles sont assez faciles à debunk, tu vois. Enfin, je dis très rapide par rapport à la première partie. Donc, faire de l'argent sur le dos des travailleurs, en fait, c'est basé sur sur la réalité d'un chef d'entreprise. Hein, et ça s'arrête un peu là. Genre, en fait, c'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise, il emploie des gens et techniquement, c'est les employés qui font la plupart de la valeur, oui. Mais globalement, les travailleurs sont bien payés. Aux US, important par rapport à comparer à la France, t'as aucune obligation de rester travailler si tu veux pas. Genre, même si t'as un contrat ça n'existe pas un contrat où t'es obligé de travailler pendant un temps. Genre en fait, à n'importe quel moment, tu dis, si tu veux être aimable, tu dis je pars dans 2 semaines, et sinon tu dis je pars aujourd'hui là. Tu vois. Genre ça n'existe pas en fait d'être bloqué dans un contrat. Le seul truc qui existe pour être bloqué dans un contrat, c'est un certain type de truc qui s'appelle des do not compete. En gros, c'est un truc où tu essentiellement dis que tu ne vas pas faire de la concurrence à l'entreprise. Et c'est un truc qu'ils essaient d'enlever de la loi. Ouais, c'est un truc qu'ils essaient d'enlever de la loi actuellement d'ailleurs, je crois, de mémoire. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas le cas dans les entreprises, en l'occurrence d'Elon Musk. Donc c'est pas le cas, c'est pas prédateur du tout là-dessus. D'autres choses, un autre truc aussi, faire l'argent sur le dos des travailleurs, c'est pas vrai même techniquement, parce que en fait, sa paye est basée en objectif et du coup, sa paye n'est pas basée sur, n'est pas un pourcentage des revenus de Tesla ou n'est pas un salaire qu'il touche en tant que chef d'entreprise. Il touche 0 en chef d'entreprise. Et il touche du coup en gros un truc sur objectif. En gros par exemple il dit ce qui s'était passé je crois que c'était 2000, je sais plus si 2014 2016. Donc vérifiez si jamais pour ceux qui écoutent ou qui regardent le podcast, vérifiez si vous voulez. Mais en gros quand les objectifs par exemple pour Tesla avaient été déterminés, l'idée c'était essentiellement que Tesla vaudrait genre plusieurs dizaines de fois ce que elle valait au moment où ça a été défini, et qu'en échange il toucherait genre un nombre de parts dans l'entreprise qu'il pourrait utiliser après un certain temps. Donc en fait l'argent qu'il a est basé de base sur sa performance,
en tant que CEO, parce que c'est en tant que CEO que tu fais tout le management en fait. C'est sa performance en management qui fait qu'il a eu sa paye, et pas la performance des employés qui fait qu'il a eu sa paye dans l'occurrence. Du point de vue des travailleurs en fait, si Elon Musk gagne de l'argent, ça veut dire que l'entreprise fonctionne bien, que du coup va y avoir des promotions, que du coup va y avoir plus de gens d'employés. Donc techniquement en fait pour les employés en général c'est gagnant. Et même pour les employés actuels c'est aussi gagnant. Parce que comme on est dans la tech, les employés ont ce qui s'appelle des options. Donc c'est à dire qu'ils peuvent obtenir des parts dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est souvent comme ça dans les entreprises de tech. Et du coup bah tu as littéralement plus... un intérêt aussi à ce que l'entreprise fonctionne bien. Donc en fait, essentiellement, si Elon Musk gagne de l'argent, ça veut dire que toi aussi tu gagnes de l'argent. Donc là-dessus, c'est pas vraiment sur leur dos. Et aussi, un autre truc, c'est pour les employés qui, même si ils ont rien à gagner, imaginons qu'ils aient rien à gagner d'un point de vue financier, la ligne Tesla sur leur CV vaudrait beaucoup plus d'argent quand Tesla fonctionne que quand Tesla ne fonctionne pas. Genre si Tesla avait coulé en 2018... Quand c'était la galère, la ligne sur le CV, elle vaudrait rien. Aujourd'hui, la ligne Tesla, elle veut dire que c'est genre littéralement le constructeur le plus avancé du monde. Genre, c'est autre chose. Donc techniquement, c'est vraiment tout bénef là-dessus. Donc on peut éliminer un peu faire l'argent sur le dos des travailleurs, même si c'est basé, comme je disais, sur la réalité, on va dire, du chef d'entreprise. Ensuite, ne pas avoir fondé mais racheter Tesla, c'est une demi-vérité en fait parce qu'elle sous-entend un mensonge. Il n'a pas fondé Tesla, genre il n'était pas là le jour de la fondation. Et il a racheté Tesla, mais c'est en fait cet argument est souvent utilisé pour dire essentiellement qu'il n'est pas responsable pour ce qui est devenu Tesla et la direction qu'a pris l'entreprise dès le départ. Sauf que le truc en fait... c'est qu'en fait, quand il a rejoint Tesla, il a négocié le titre de cofondateur, mais Tesla n'avait pas fait une seule voiture encore. Et ils avaient à peine un prototype, qui était même pas terminé, tu vois. C'est l'équivalent de dire « Oh, vous avez fait ça, go, je rejoins quelques mois après, tu vois. » Genre, c'est en vrai, c'est pas loin d'avoir fondé, tu vois. Genre, c'est... Pour ce qui s'est passé, essentiellement, il aurait pu avoir exactement la même chose s'il avait juste fondé une entreprise à côté, tu vois. Et en fait, la raison pour laquelle ça, c'est si populaire auprès des médias, c'est un mec qui s'appelle Martin Eberhard, qui est cofondateur de Tesla, et qui est parti assez tôt dans l'histoire de Tesla, hein, bien avant qu'ils aient des problèmes, qu'ils aient failli être en faillite et tout. En fait, ce mec-là, il a un truc personnel, on va dire, avec Elon Musk. Genre, c'est vraiment une haine de fou. Genre Elon, j'ai pas l'impression qu'il ait jamais vraiment fait de commentaires particuliers par rapport à ça. Genre, d'un point de vue, genre, émotionnel, tu vois. Genre, je sais que la compétence de Martin Eberhard a déjà été remise en cause. Mais genre d'un point de vue personnel, il n'y a rien eu de la part d'Elon Musk, mais de la part de Martin, oh il y en a beaucoup. Il y a eu livres, multiples contacts de médias. Genre limite en fait c'est lui qui vient vers les médias pour pouvoir être interviewé. Genre il a vraiment des choses à dire lui, et il est vraiment vénère. Et essentiellement tout ce qu'il a à dire, ça se repose là-dessus. Je sais pas comment il a réussi à faire un livre, mais ouais. Essentiellement, un livre sur « Je déteste Elon Musk » et c'est parce qu'il a pas fondé Tesla. Ouais, mais le plus marrant, en fait, c'est que lui, il était là sur la partie facile, en fait. Mais en fait, faut se dire que c'est le seul des cofondateurs qui est comme ça. Genre, les autres cofondateurs s'entendent très bien. Parce que, justement, bah, pour eux, en fait, ce qui s'est passé... Quand Elon Musk a rejoint, ils avaient une idée, faire une voiture électrique. Et ils avaient un début de prototype. Et ils avaient pas les moyens... Et ils avaient aucune idée de comment faire l'exécution. Et Martin Eberhard, il est parti très très tôt. Avant que Tesla... avant que toute la partie difficile de Tesla. C'est-à-dire, même aujourd'hui, c'est plus dur de gérer Tesla que ça l'était quand lui, il est parti. Bah lui, en fait, il a des compétences en tant qu'ingénieur, hein, mais en gros, lui, en fait, il a... Comment dire ? En fait,
on va dire que il a des compétences en ingénieur. Hein. J'ai pas contesté. C'est quelqu'un qui est sorti d'une bonne école. C'est quelqu'un qui a participé à la création du prototype, du premier prototype en particulier, qui a participé au début de Tesla et tout. Mais il a d'autres lacunes, en l'occurrence d'un point de vue humain et d'un point de vue... c'est marrant de dire ça, comparé, sachant que Elon a des problèmes d'un point de vue humain, mais moins de problèmes. D'un point de vue humain et d'un problème de gestion, qui font qu'en fait, sa compétence a déjà été remise en cause plusieurs fois. Martin Eberhard, en fait, c'était le premier PDG de Tesla, on va dire, en gros. Faut dire fin 2007, hein, fin 2007. Personne ne connaissait le nom Tesla. Martin Eberhard n'était plus PDG de Tesla. En fait, faut se dire que il y a un peu un truc qui ressemble un peu à une éviction. C'est-à-dire que il est plus PDG, il passe au comité consultatif. Est-ce que tu vois le genre? Comité consultatif égale tu es là pour donner des conseils si on a des problèmes technologiques un peu, on va dire. Et puis comme t'es fondateur, un peu, en fait c'est un peu un rôle, comment dire, c'est un peu le rôle d'honneur quoi, tu vois. C'est un peu, t'es en mode, t'es là, mais genre t'es là parce que ouais, tu es fondateur. C'est un peu ça, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, il avait déjà signé en fait une NDA, donc il pouvait rien dire dans le moment. Donc il pouvait pas dire grand-chose à ce sujet. Mais il était clair qu'il était pas content du tout. Genre quand il a été transitionné au comité consultatif. Genre il était pas heureux. Et de fait, il était si mécontent. Ah bah bah non, j'ai déjà dit qu'il est si mécontent que c'était son seul argument. Ce que j'ai déjà dit par rapport à Elon Musk. Comme je disais, sa propre contribution à Tesla n'était pas dans les moments difficiles et pas dans les moments qui étaient matériels au succès de l'entreprise du tout. Et c'est donc pour ça que j'ai classé ça comme une demi-vérité. Les faits sont vrais, totalement, mais l'argumentaire est faux. Donc ensuite, il y a détruire Twitter. La raison pour laquelle j'ai mis ça comme une demi-vérité, même si en vrai c'est même plus d'actualité, genre c'est moins un argument maintenant qui est jeté. C'est parce que, comme je disais, c'est basé sur un sentiment. En fait, objectivement, pour l'instant, il n'y a aucune statistique qui montre que Twitter se porte mal en tant que plateforme. Et c'est toujours le cas, alors que ça fait un mois que j'ai fait préparer ça. Il y avait la croissance relative de Mastodon, mais Mastodon est redescendu. Et l'exode, en vrai, il était très faible. Hein. Mastodon, ils ont atteint quelques millions d'utilisateurs et puis il s'est redescendu. Genre, en vrai, Twitter, c'est pas une énorme plateforme parmi les gros des réseaux sociaux, mais c'est quand même plus de 200 millions d'utilisateurs, c'est du monde. Donc en fait, l'exode est très faible, et en vrai, d'après les statistiques qu'on a de disponibles en tout cas, il y a plus de trafic sur Twitter qu'il y en avait avant. Donc ça a l'air d'être ok là-dessus. Il y a des exodes par contre, récemment avec l'histoire des bots, et certaines célébrités. Du coup, je disais, en tant qu'entreprise, Twitter se porte mal parce que ça a été... Et en fait, quand Elon Musk a racheté Twitter, il l'a racheté en partie avec une partie de dette. Et du coup, Elon Musk / Twitter doit de l'argent encore. Genre, pas mal d'argent, tu vois. Et du coup, bah, en tant qu'entreprise, c'est un déficit. Le truc, en fait, qu'il a fait, du coup, quand il est arrivé, c'est qu'il a viré énormément de monde. Donc, techniquement, là-dessus, Twitter devrait faire de l'argent actuellement. Même avec les pubs qui sont... Enfin, même avec certains annonceurs, même pas mal d'annonceurs qui sont partis. Mais, le truc c'est, est-ce que c'est assez d'argent pour compenser la dette? Je ne sais pas. En fait, du point de vue d'Elon... En fait, du point de vue de pas mal de gens, ils se disent... le jour où Elon Musk n'a plus assez d'argent sur le compte pour payer la dette... c'est terminé, ils vont fermer Twitter et tout. Mais en fait, du point de vue d'Elon Musk, ce qui se passe probablement, c'est que le jour où il a plus d'argent sur le compte pour payer la dette, il va vendre plus de parts de Tesla. C'est tout. De son point de vue, en fait, c'est part à lui, il en fait ce qu'il veut. Du point de vue, en fait, des investisseurs, en tout cas de certains investisseurs, quand Elon Musk vend des parts, ça fait baisser le prix. Et de leur point de vue, en fait... Ils confondent un peu deux choses, c'est-à-dire ils confondent Elon Musk en tant que patron de Tesla et Elon Musk en tant que personne. Elon Musk en tant que patron de Tesla, il a un devoir
Je sais comment ça s'appelle en anglais, c'est fiduciary, je sais plus en français. Mais en gros, il a un devoir de faire gagner de l'argent à ses investisseurs, on va dire. Tu vois. Ou en tout cas de faire son mieux pour que ça arrive. Mais en tant que personne, il possède des parts de Tesla, il a le droit de les vendre. Et les gens sont un peu partagés entre les deux, tu vois. Mais du coup, pour lui, c'est des trucs qu'il possède. C'est comme toi, tu possèdes une maison, tu veux vendre une maison, tu vends une maison. Mais voilà. Donc, c'est tout pour ce qui est du coup de Twitter. En tant qu'entreprise, je disais ça se parte mal. En tant que plateforme, ça reste à voir. Après, y a des gens qui avaient déjà tranché, mais ils ont un peu arrêté de trancher parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, Twitter, qui était prévu de mourir 2 mois après, n'est pas mort. Donc, c'est dommage. Et enfin, l'égocentrisme, qui est un gros point, hein, genre qui revient et qui est venu très tard, étonnamment. Genre, c'est quelque chose qui est venu très très tard, je dirais. Genre, c'est limite un truc, je dirais, c'est quasiment une nouveauté 2022. Avant 2022, il y avait un peu que les haters de base qui le trouvaient égocentrique et qui le détestaient. En 2022, il n'y a plus besoin d'être un hater. C'est devenu ultra commun de considérer qu'il est égocentrique et de penser qu'il est égocentrique. Et la raison pour laquelle je l'ai classé comme une demi-vérité, c'est pour la simple et bonne raison que c'est pas exactement vrai comme les gens pensent. C'est vrai, mais pas exactement. En gros, les gens pensent à l'égocentrisme pur et dur, au sens de le monde tourne autour de moi. Mais en fait, pour être plus exact, je pense que c'est quelque chose qu'on sait maintenant tous, c'est qu'il a Asperger. Et ce qui fait que de base, il n'a pas les outils sociaux, tu vois, qui permettent de facilement saisir les émotions des autres, ou d'avoir de l'empathie au sens social du terme. Pas au sens moral, j'en parlerai plus tard. Donc ça veut dire que... Enfin non, d'ailleurs j'en parle maintenant. En fait, ça veut pas dire qu'il a pas d'empathie au sens moral, figuratif du terme. Il ressent de l'empathie envers les émotions des autres. Mais ça veut dire, par contre, que c'est plus dur de capter les émotions via des indices sociaux. Donc par exemple, c'est la façon dont quelqu'un parle, la façon dont quelqu'un bouge, se déplace. C'est quelque chose qui va pas choper instantanément. Genre il va le choper en observant, il va pas le choper sans y penser. Donc ça varie selon le niveau d'Asperger, mais il y a en tout cas aussi une part de lui qui doit pas comprendre pourquoi les gens se mentent à eux-mêmes d'un certain côté. C'est-à-dire que on est tous un peu égocentriques, tu vois. Mais la différence, c'est que pour certains, il y a l'aspect social qui fait partie de leur ego. Alors pour beaucoup de gens, même la plupart des gens, pour beaucoup de gens, l'aspect social fait partie de ton ego. C'est-à-dire ta famille fait partie de ton ego, tes amis font partie de ton ego. Et toute cette partie, en fait, sociale, fait tellement partie de toi que tu t'en rends plus vraiment compte. Mais le fait, en fait, qu'il ait Asperger, ça fait que lui, il considère le social... qui considère pas forcément le social comme un besoin d'un point de vue d'interaction. Ça veut dire qu'en gros... techniquement, il pense à lui d'abord, mais objectivement, c'est-à-dire qu'il va toujours prioriser, par exemple, ses proches, mais il va le faire d'une manière, on va dire, égoïste, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va le voir plus directement comme c'est, mais sans se soucier de l'image, parce que il peut pas l'envisager instantanément. Et du coup ça c'est l'aspect du coup de l'égocentrisme. Ouais mais c'est Asperger, genre c'est genre la base d'Asperger, donc ça va. Je vais pas aller ultra loin, tu vois, genre je m'arrête là. Donc maintenant on a terminé avec les demi-vérités. Du coup on va passer aux mensonges. 1. Ne pas payer d'impôts. 2. Ne tient pas ses promesses. 3. Sourcer du cobalt des mines africaines qui emploient des enfants. 5. Ne serait pas responsable pour le succès de PayPal. Et 6. Optimus est claqué le robot Tesla. Donc, pour les mensonges, je vais pas m'étaler trop sur pourquoi les gens pensent ça, du coup, pourquoi les médias ont relayé ça. Il y en a qui viennent des médias, il y en a qui viennent d'associations, il y en a qui viennent de l'opinion publique, et il y en a qui viennent de vous, du coup. Et en vrai, je vais quand même pas mal parler des raisons pour lesquelles chaque chose est fausse. Mais ça, donc ça va pas être non plus trop court.
Mais en vrai, c'est à peu près la même longueur, on va dire, que demi-vérité. Donc, ne pas payer d'impôts, c'est faux parce que tout simplement, il a payé des impôts sur tous ses revenus. De fait, il a payé 11 milliards en 2021. Je sais, j'ai pas regardé les chiffres qu'il a payé en 2022, mais j'avais estimé qu'il avait probablement payé 12 milliards en 2022. Et de fait, il n'avait pas payé d'impôts avant 2021, en tout cas qui avait été publié, pour la simple raison qu'il gagnait pas d'argent justement. Comme j'ai dit, en fait, ses derniers impôts, il les avait payés en 2002 quand il a vendu PayPal. Et il a payé des impôts sur l'argent qu'il a touché du coup en 2002. Et il a vécu du coup sur cet argent sur lequel il avait déjà payé des impôts jusqu'en 2021. Donc, en fait, il existe par contre quelque chose qui est la raison pour laquelle le truc du ne pas payer d'impôts est si populaire. Et c'est si populaire d'estimer, enfin de penser que les gens, notamment les milliardaires, ne payent pas d'impôts. Parce qu'en fait, il existe une faille dans le système des taxes américaines qui serait très facile à régler. Et qui permet en fait qui permet à des gens comme Jeff Bezos d'obtenir de l'argent pas taxable en fait. Mais en fait, à la base en fait, cette faille, c'est pas vraiment une faille, c'est plutôt, on va dire, une exemption. Et d'ailleurs, c'est une exemption que Elon Musk a déjà utilisée, mais du coup de la manière dont c'était censé être utilisé, pas la faille. C'est-à-dire, à savoir du coup la manière dont c'est censé être utilisé, c'est injecter de l'argent dans l'économie. Donc, la méthode elle est très simple en fait. Quand tu empruntes de l'argent contre des possessions, genre imagine t'as une maison qui vaut 100 000 balles. Genre tu dis, ma maison vaut 100 000 balles, j'emprunte tant d'argent contre ma maison. En gros tu dis, si jamais je peux pas te rembourser quand je te dois des intérêts et tout, et bah à ce moment-là, tu prends ma maison et tu te rembourses avec ma maison, tu vois. Et bah c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un milliardaire, il peut dire, par exemple Jeff Bezos, il peut dire, mes parts d'Amazon valent 400 milliards, j'emprunte 1 milliard contre mes parts, comme ça, vous pourrez vous servir si jamais je peux pas rembourser. Et en gros, l'emprunt n'est pas taxable quand tu fais ça. Vu que c'est pas une part des revenus, c'est un emprunt. Et si tu rembourses pas, du coup, comme je disais, ils prennent. Et quand c'est des entreprises qui sont très solides comme Amazon, par exemple, où tu prends des emprunts très très long terme à très très faible taux, bah quelqu'un peut vivre sur de l'argent non taxé essentiellement toute sa vie. Sauf que du coup la différence, la raison, ce que je disais, c'est que Elon Musk a vécu sur son trésor de guerre du coup de PayPal, et non pas sur de l'argent emprunté contre Tesla. Ou contre SpaceX. Et du coup c'est de l'argent qui a déjà été taxé. Et à la place, par contre, il a fait des emprunts dans ce qui était censé être l'utilisation principale de ces emprunts non taxés, c'est-à-dire mettre de l'argent dans SpaceX en premier lieu, ensuite dans Neuralink, ensuite dans The Boring Company. Et bah du coup, techniquement récemment sur Twitter, vu qu'il a emprunté contre des parts de Tesla pour acheter Twitter. Pas seulement vendu des parts de Tesla. Et du coup, vers la campagne présidentielle de 2020, en fait, il y a des politiques comme Bernie Sanders qui ont émis l'idée du coup qu'Elon Musk évaderait les taxes comme le fait du coup Jeff Bezos. Mais la vérité, c'est que en fait, c'était juste l'homme le plus riche du monde pendant la campagne et du coup, c'était facile pour Bernie Sanders. Et en fait, personne n'en voudra jamais à un politique d'avoir tort, en fait. Parce que le politique, il est là pour faire des arguments émotionnels, pas pour avoir raison. Donc au final, en fait, en 2021... il avait vendu des parts de Tesla pour payer des impôts. En fait, il y avait une histoire, bah du coup, parce que, en fait, avec ce qu'avait dit Bernie Sanders et tout, toute la sphère politique criait pour que Elon Musk paye des impôts. Et du coup, il a dit, il a fait un sondage Twitter qui dit à peu près, je crois, est-ce que je vends des parts pour payer des impôts? Et c'était un oui. Et depuis, en vrai, il a arrêté de ne pas vendre des parts de Tesla. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un moment, il y a très longtemps, hein, enfin je dis il y a très longtemps, en vrai c'était genre 2017 je crois. Il avait promis qu'il vendrait pas de parts de Tesla. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'au moment où il a fait ce sondage. Et il a vendu des parts d'abord pour payer des impôts. Et ensuite il a vendu des parts pour acheter Twitter.
Donc ensuite, il y a autre chose. Il y a la partie ne pas tenir ses promesses. Donc c'est basé sur une interprétation des faits. La raison pour laquelle c'est faux. En fait, quand il promet quelque chose, il s'y tient, mais il y a des gens qui ont une opinion de ce qui est une promesse. Tu vois. Techniquement, les promesses, c'est pas censé être une opinion. Mais les gens ont des opinions sur ce qui est des promesses. Genre, par exemple, peut-être est une promesse pour certains. Notamment, énormément de médias. Et après, du coup, quand le peut-être n'était pas vrai, bah du coup, ils se sont plaints que c'était pas le cas. Parce que Elon Musk avait promis, il y a de ça 1 ou 2 ans, en disant peut-être que, je pense que potentiellement avec, ou alors si ça se passe bien cette année, ça se passe, tu vois, ce genre de truc, ça passe directement pour des promesses. Et du coup, il y en a beaucoup, par exemple, qui utilisent souvent la sortie du Cybertruck, tu vois, qui avait été montrée en 2019 pour la première fois, là, avec une production prévue pour fin 2021, puis décalée fin 2022, puis milieu 2023. Et là, c'est toujours prévu milieu 2023, mais genre, il y aura probablement, genre, la production commencera milieu 2023, mais en vrai, ce sera en gros, il y en aura énormément de produits, plus en fin d'année, tu vois. À chaque fois, en fait, c'était avec un peu de chance, fin 2021. Deuxième, attendu fin 2022. Troisième, on pense mi-2023. Mais du coup, c'était bien 2023, du coup. Mais à chaque fois, c'est pris comme une promesse. Parce que, en fait, les gens lisent le truc et ils enlèvent tous les mots connecteurs, tu vois. Alors en fait, le truc, en fait, c'est que tous les articles, tu vois, les articles, ils cherchent à absolument avoir des clics, en fait. Et genre, quand il y a un tweet avec un peut-être, ils enlèvent le peut-être et ils disent Elon Musk dit que ça sera telle date. Et derrière, quelques années plus tard, quand quelqu'un veut dire que c'est faux, il prend un screenshot de l'article et il dit regardez, c'était pas vrai. Pas responsable pour le succès de PayPal. Alors PayPal à la base, c'était une entreprise de sécurité qui s'est lancée dans les paiements en ligne sous un nom, c'était Confinity. Donc l'année d'après, ils ont fusionné avec X.com qui était une banque en ligne. Donc l'idée en fait, c'était que X.com en fait, c'était une entreprise qui était possédée par Elon Musk. Qui était une banque en ligne dans l'idée. Et en gros, Elon Musk, il était à la tête de X.com et il a vu ce qu'il faisait Confinity. Et il a dit ah mais leur interface elle est trop bien et tout. Nous on est une banque, on est une banque en ligne, mais genre quand on fait des paiements, notre interface, bah en plus c'était en 99 donc c'était bien dégueu, t'imagines. Genre il est en mode je veux leur interface, je veux leur tech. Et du coup ils ont fusionné. Techniquement c'était un rachat X.com qui a acheté Confinity. Mais en gros au final c'était proche d'une fusion parce que l'arrangement qu'ils ont fait c'était essentiellement que X.com c'était 50%, tu vois. Donc même si X.com qui a mis l'argent, au final c'était plus une fusion qu'un rachat. Et à l'époque du coup X.com était vraiment plus important que le côté PayPal Confinity. Parce que bah c'était juste une grosse entreprise, tandis que Confinity, bah c'était une ancienne entreprise de sécurité qui s'était lancée il y a même pas 2 ans dans le truc, tu vois. Mais ils avaient une interface incroyable pour l'époque. Et du coup, et c'est Elon Musk du coup qui avait dit, on arrête tout, X.com, c'est terminé, on fait tout sur le truc de Confinity, c'est incroyable. On arrête les services bancaires X.com et maintenant on devient PayPal, en gros. C'est à peu près ça qui s'est passé. Et peu après, il y a eu une sombre histoire où en gros, en 2000... je crois que c'était... Je sais plus c'était quelle année, donc je vais pas dire. Mais en gros, il y a une année où Elon Musk a pris des vacances, du coup, pour la première fois. Et il est parti en vacances pour 2 semaines. Et au moment, les 2 semaines où ils sont partis, du coup, les anciens de Confinity et une des personnes de X.com ont fait une réunion du conseil d'administration pour remplacer Elon Musk en PDG par Peter Thiel. Alors qu'Elon Musk en fait il possédait genre c'est lui qui possédait c'est lui qui possédait la majorité des parts, on va dire, tu vois. Genre il avait 21% je crois, un truc du genre. Mais du coup tu vois les autres genre ils possédaient genre 10% ou des trucs du genre, tu vois. Mais du coup essentiellement ils se sont mis pendant qu'il est parti en vacances,
ils se sont fait une petite réu, ils l'ont remplacé au truc. Du coup, comme Elon Musk est pas passé, le truc est pas... Comme Elon Musk était pas là, bah le vote est passé parce qu'il n'y avait pas le vote d'Elon Musk, tu vois. Et en gros, Elon Musk n'est pas responsable pour le succès de PayPal sous l'ère eBay. Donc là, on est d'accord. C'est-à-dire que genre après ne plus être CEO, il est pas responsable pour comment ça s'est bien passé quand après eBay a racheté pas longtemps après, tu vois. Mais c'est lui qui a déterminé que PayPal c'était une bonne idée, que on allait tout arrêter pour faire que PayPal. Donc techniquement, pour moi, il est responsable du succès de base parce que c'est lui qui a vraiment tout fait la direction jusqu'au truc. Genre le rachat, il est arrivé pas longtemps après. Donc en fait, faut se dire que en fait tout ce qui a fait qu'ils ont été rachetés, c'est sous Elon Musk, tu vois. Donc voilà, pour ça que j'ai mis ça comme mensonge. Ensuite, la source du cobalt, c'est pas fondé. En gros, chaque année, il y a des votes. En fait, Tesla, tu sais, ils ont, comme toutes les entreprises, des votes annuels où les investisseurs votent pour des résolutions, tu vois. Et en gros, chaque année, il y a une ou deux associations qui a acheté des parts pour faire ça, et qui vient et qui dit, deux, trois, ça ou deux, trois allégations similaires, genre des trucs du genre... oui, et vous allez faire quoi par rapport au cobalt que vous sourcez du Congo dans les mines des enfants et des trucs du genre, tu vois. Et du coup, bah, ça forcément, éventuellement, t'as des gens qui vont le prendre au sérieux, mais c'est pas sourcé. Il y a zéro trace de ça, et genre, c'est vraiment genre juste des allégations parce que c'est des associations. Les associations, elles se disent batterie. Cobalt, enfant. Tu vois. Mais non, c'est pas fondé. D'ailleurs, le vote n'est jamais passé. À chaque fois, ils essaient, mais... Et enfin, le dernier, Optimus. Alors, d'un point de vue mécanique, Optimus, il ne fait rien qui n'a pas été fait. C'est un robot qui marche. Genre, il y a Boston Dynamics qui fait ça depuis longtemps. Très bien, même, beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Mais ce qui est important pour Optimus, en fait, c'est deux choses. C'est le logiciel et le temps de développement. Ils ont pris 1 an pour passer de rien du tout. C'est-à-dire que Optimus, c'était juste un truc où ils se sont dit « Go, on va faire un robot » à avoir ce prototype qui était fonctionnel. Bah, en vrai, c'est essentiellement ce que Boston Dynamics faisait il y a 5 ans. Mais Boston Dynamics, ça faisait bien plus longtemps qu'ils travaillaient dessus. Si, il est fonctionnel, mais genre, il est fonctionnel au niveau d'un prototype, quoi. Genre, c'est-à-dire, il marche avec hésitation et il bouge ses membres, quoi. Mais il peut compléter des tâches basiques, mais c'est tout. Du coup, c'est-à-dire que du côté mécanique, on pourrait s'attendre à ce qu'il rattrape Boston Dynamics en genre l'espace de 1 à 2 ans. Et en fait, le point important qu'il voulait montrer pour ça, en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Optimus est montré ce jour-là en particulier, c'est parce que en fait, c'est pas un jour qui est destiné au public ou qui est destiné aux investisseurs, c'est un jour de recrutement. Ça s'appelle AI Day. Leur but, c'est de recruter des développeurs. Et en gros, en fait, ce qu'ils voulaient montrer, c'était l'application possible de leur IA en navigation, en passant d'un système de navigation qui est fait pour des voitures à un contexte totalement différent qui est un robot qui marche dans des bâtiments, mais en utilisant la même IA. La même structure, des datasets très proches, tout ça. Donc l'idée en fait c'est de montrer qu'ils n'ont pas besoin de faire 10 ans de recherche à nouveau pour Optimus et qu'ils peuvent réutiliser ce qu'ils font déjà pour les voitures. Et du coup ils n'ont pas besoin de genre travailler sur 2 trucs en même temps, tu vois. Et c'est ça qui est le point important qu'ils voulaient montrer pour les potentiels employés. Et Optimus en fait ça a été reveal du coup comme je disais, ça a été reveal pour la première fois comme un plan. Et l'année d'après le prototype était montré. C'est très rapide. Essentiellement ce qu'ils veulent c'est des ingénieurs, des spécialistes. Donc les gens qui captent pas, c'est pas grave pour eux. J'ai marqué un truc très marrant, j'ai dit ceux qui sont pas ciblés ont dit ah gaga un robot qui marche lentement. Voilà. Je suis très content de cette phrase. Mais bon ouais c'est tout pour les mensonges. En conclusion, il y a beaucoup de mésinformations, notamment de mésinformations, et quelques exemples d'informations manipulées. Donc tout ce que j'ai montré individuellement, c'est naturel, c'est organique, en fait, c'est la conséquence du journaliste d'opinion.
ou la conséquence de l'envie d'une personne en particulier. Mais il y a quand même une question, en fait, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que le journaliste d'opinion a pris un peu ce tournant, tu vois. En tout cas, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça commence l'année dernière. En 2021, Elon Musk, c'était encore le favori des médias de gauche et les médias de droite étaient relativement neutres. Parce que, bah, pour les médias de gauche, bah, c'était le mec écolo de base. Et pour les médias de droite, bah, il était riche, donc on va quand même pas se mettre à... On va quand même pas se mettre à ne pas être de droite. Donc voilà. Une autre raison pour laquelle, au-delà du fait que bah, de base il soit riche, c'est qu'en fait c'est un peu le succès à l'américaine, tu vois, c'est le côté j'ai monté mon truc parce que c'est vrai qu'il y en a un que je l'ai pas cité parce qu'il est totalement con, mais les arguments sur son père, c'est il avait coupé le contact avec son père bien avant qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Donc en fait il avait vraiment pas d'argent de départ. Ouais, c'est un peu le côté succès à l'américaine, tu vois. Même si à l'époque il était très à gauche. Et du coup, début 2022, Elon Musk poste d'abord plusieurs mèmes qui vont annoncer un peu la couleur de l'année. Donc le plus représentatif, c'est un que je trouve pas ouf, mais c'est pas grave. Il y a une personne au milieu à gauche sur une échelle politique. Puis tu vois la gauche qui part plus à gauche. Et ensuite la personne, bah du coup, quand tu dézoomes, elle est quasiment au centre. Puis la gauche part encore plus à gauche et il se retrouve un peu à droite. Et en fait, c'est là que, on va dire, il m'a perdu d'un côté politique, mais bon. C'était avant que le terme woke soit utilisé un peu partout par les médias en France et donne envie de vomir. Mais arrive mai 2022. Donc mai 2022, il tweet qu'il arrête de voter à gauche. Mai 2022, du coup, il tweet qu'il arrête de voter à gauche. Et il dit... Dans le passé, je votais démocrate parce qu'ils étaient majoritairement, entre parenthèses, le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine. Donc je ne peux plus les supporter et je vais voter républicain aux prochaines élections, en gros. Donc les médias, évidemment, s'en sont emparés immédiatement. Et de fait, peut-être un peu trop. Genre, ils sont pas allés dans la demi-mesure. Il y en a beaucoup qui ont vu des intentions et des sous-entendus qui n'existaient pas, en fait. Ils sont allés plus loin que ce qu'il a dit. Genre surtout de la part de quelqu'un, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui a Asperger et qui de base dit ce qu'il pense, tu vois. Du coup, on a trouvé des journaux de droite qui disaient qu'il a, je cite, démoli les démocrates, ce qui n'était pas vraiment le but du tweet. Et de l'autre côté, on trouve des journaux de gauche qui disent à demi-mot qu'il instruit ses hordes de followers à voter à droite, comme si les gens pensaient pas vraiment pour eux-mêmes, tu vois. Donc... Accompagnant le tweet, il y avait un autre tweet qui était un peu moins complotiste, qui était un peu mieux, mais qui est passé un peu inaperçu. Il dit, et je suis pas d'accord aux intentions qui sont prêtées aux actions, mais je suis d'accord que ça ressemblait à l'année qui a suivi. En gros, il va donner des intentions aux médias sur lesquelles je suis pas d'accord, genre c'est pas intentionnel, mais je suis tout à fait d'accord que c'est essentiellement ce qui s'est passé. Il dit les attaques politiques sur moi vont s'intensifier dramatiquement dans les mois qui vont suivre. Juste après le tweet d'avant. Ça a pas raté. À côté, il a dit d'autres trucs avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Donc, notamment, en fait, son avis politique est passé carrément plus à droite qu'avant. Genre, carrément, tu vois, anti-woke. Et dans le cas, c'est quelque chose... mais dans ce cas, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il avait raison, hein, sur le côté qu'il y allait avoir beaucoup plus de médiatisation négative et un peu abusée qu'il en aurait eu en temps normal. Mais il y a eu quand même quelques attaques ciblées qui, celles-là, avaient des intentions dans les 6 mois qu'on suivit, même si la majorité était, comme j'ai dit, déjà organique. Parmi les attaques ciblées, il y a un documentaire qui était un peu plus proche d'une fiction que d'un documentaire, avec des participants qui ont dit que la production leur a menti et qu'ils ont pris que les morceaux d'interview dont ils avaient besoin. Et qu'ils ont tué un peu toute la nuance de ce qu'ils disaient. C'est genre, ils ont été invités en mode c'est pour faire un documentaire sur machin. Le but, c'est de prendre des opinions et tout. Et en fait, au final, ils ont pris des morceaux d'interview qui les arrangeaient. Ils ont fait un petit truc et ils ont tué un peu toute la nuance. Et il y a des gens qui se sont sentis littéralement mentis par la production.
Il y a aussi des journalistes de certaines publications qui cherchaient spécifiquement des informations qui les intéressaient pour écrire des articles. Donc qui sont vraiment allés chercher juste vraiment ce qu'ils voulaient, tu vois. Genre il y en a qui sont remontés ultra loin, genre aussi loin, genre il y en a qui sont remontés plusieurs années pour trouver quelque chose, tu vois. Et il y en a certains qui sont aussi allés voir des gens pour leur demander spécifiquement des choses qui peuvent aider à peindre une image négative d'Elon Musk, à savoir même aller voir la mère d'un gamin qui est mort dans un accident dans lequel il y avait une Tesla, pour chercher un truc négatif à dire alors qu'il n'y en avait pas. Genre en gros il y a un gamin qui est mort en conduisant une Tesla, tu vois. Et ils sont allés voir la mère en deuil pour lui demander des trucs négatifs à dire sur Elon Musk. La mère a refusé évidemment, mais ça a pas fait beaucoup de bruit, tu vois, alors que c'est quand même arrivé, quoi. Et aussi, il y a aussi des articles qui sont sortis très rapidement dans le mois qui a suivi, qui concernaient des affaires qui étaient déjà débunkées. Genre le cofondateur de Tesla, qui tout à coup a fait un retour dès le moment où il y a eu ce tweet. Des histoires d'employés aussi. Genre certains anciens employés qui ça avait déjà été débunké, qu'ils avaient dit de la merde. Bizarrement tout à coup finalement les journalistes ont décidé qu'ils le prenaient comme la vérité maintenant. Ou alors des vieilles histoires qui les arrangent, notamment le Covid. Donc en conclusion, faites attention à ce que vous lisez, corroborez les faits avec de la non-actualité, genre. Et s'il y a deux journaux d'actualité qui postent la même chose, ça veut pas dire que c'est vrai, faut faire attention. Genre faut vérifier sur plusieurs sources qui ne sont pas d'actualité, toujours. Genre c'est-à-dire si t'as un article qui te dit quelque chose, et même si t'as plusieurs articles qui te sortent la même chose dans les mêmes heures, c'est pas forcément vrai, la plupart du temps ils s'entrecitent. C'est ça, en général ils s'entrecitent, donc il faut aller regarder sur des trucs un peu plus vieux. Et de préférence aussi, si vous y avez accès, vérifiez la source des faits dont l'actualité parle. Par exemple, ça parle d'une vidéo, faut regarder la vidéo. Ça parle d'un tweet, faut lire le tweet. Parce que souvent, ils paraphrasent pas vraiment, hein. Ils réécrivent en fait. Et dans le cas échéant, une bonne solution, c'est de lire les commentaires du moment qu'il y a des personnes des deux camps. C'est-à-dire, parfois, tu dois scroller loin parce qu'il n'y a que des gens d'un camp, parce que c'est une publication d'un bord. Va chercher les gens de l'autre camp pour voir ce qu'ils disent. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là, en fait, qu'il y a beaucoup de gens. Les gens sont très passionnés pour débunker quand c'est pas leur bord. Et c'est très utile. Et il y aura souvent plus de gens du biais de la confirmation, donc bien vérifier. Et enfin, une autre option, c'est vérifier la publication en tant que telle. Genre, tu regardes son nom. Si tu le connais pas, tu regardes les titres du jour. Et t'as directement une idée de la couleur politique. Et ce qui te permet d'appliquer un peu un filtre sur l'article que tu viens de lire. Mais c'était tout pour moi, voilà. C'était long, hein?